Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce nouvel épisode de notre émission Pause avec deux invités aujourd'hui autour de la table dans la maison des projets de l'opération Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. Avec moi Marion Waller, directrice du pavillon d'Arsenal, qui est urbaniste, philosophe, écrivaine, et on va faire plus ample connaissance juste après, et Nicolas Raymond, fondateur de l'agence d'urbanisme et d'architecture NRAU, et qui est architecte et urbaniste. Et on va avoir aussi le plaisir d'échanger pendant cette demi-heure ensemble. Je vous invitais tous les deux parce que on a eu l'occasion de se rencontrer dans les derniers mois autour notamment d'une thématique ou de quelque chose qui est très important pour nous, qui est la reconversion des bureaux vides en autre chose. Et en logement familial, parfois en résidence gérée. On espère demain aussi dans des espaces productifs un peu différents, mais on est confronté, nous, à Val de Fontenay, à cette problématique de bureaux vacants. Nicolas Raymond, tu as été sélectionné pour transformer un bâtiment d'Oscar Niemeyer sur lequel on reviendra. Et toi, Marion, tu as conduit avec le pavillon de l'Arsenal la campagne House Europe, notamment pour la France, qui était là pour défendre justement les reconversions en lieu et place des démolitions reconstruction que nous avions été éduqués à faire au cours des dernières décennies. Et ça m'a semblé intéressant, au moins au point de départ de notre échange d'aujourd'hui, de partir de ce constat. Il y a des bureaux vides, il y a des bâtiments vides d'une manière générale. Qu'est-ce qu'il est possible d'en faire? Et pour commencer l'échange, je voudrais te proposer, Nicolas, juste que tu nous dises peut-être la première fois que tu as découvert le bâtiment d'Oscar Niemeyer à Val de Fontenay, qui était vide, puisque les salariés de la Société Générale l'avaient déjà quitté. Quelle a été ta première réaction, ton premier sentiment en découvrant ce bâtiment? Ma première réaction, elle a été très enthousiaste, c'est-à-dire à la fois de reconnaître la patte d'Oscar Niemeyer, un bâtiment qui se courbe comme ça, de manière très spéciale, avec ses hublots dans son socle. L'écriture, une architecture brésilienne de la modernité, donc déjà un bâtiment intéressant au niveau de son inscription dans le patrimoine de l'architecture moderne. Voilà. Après, quand on regarde un peu plus près, c'est pas le Niemeyer du siège du Parti communiste, parce que c'est nettement en dessous en termes de qualité de bâtiment. Mais ça, c'est une anecdote, mais c'est intéressant. C'est que c'est un Niemeyer qui a été dessiné par Niemeyer quand il était en exil. Donc c'est son trait de crayon, mais après ça a été construit par les promoteurs français, quoi. Donc derrière les grandes façades vitrées, en fait, il y a du béton et des petites fenêtres. C'est tout à fait un état d'esprit, on va dire, de rentabilité qui n'était pas du tout dans l'idée d'Oscar Niemeyer et des grands plateaux libres, tout transparents. Mais bon, toujours est-il que quand on a visité le truc, c'est des portées de 11-12 mètres, sans poteaux, donc c'est des grands plateaux d'open space de bureaux, donc ils sont tout à fait appropriés pour faire du logement. Ça fait des logements traversants assez automatiquement. Donc il n'y a pas eu de gros doutes dans le processus de création et de transformation des bureaux en logement, donc, parce que en fait, donc là je vais parler plus de généralité, le bureau se prête globalement très bien à la transformation en logement. Et nous on trouve ça génial parce que ce sujet est particulièrement intéressant parce que on arrive à sortir un peu du cahier des charges du logement habituel, que ce soit bailleur ou promoteur. Dans les AC en France aujourd'hui, en suivant toute la réglementation et tous les algorithmes de contraintes qu'il y a, on arrive toujours un peu au même plan. Et la transformation, on part d'autres algorithmes il y a des dalles, il y a un plan en T, en banane, quel qu'il soit, et du coup les logements qu'on va produire là vont être originaux, vont être issus de la contrainte, et qui n'est pas juste une contrainte PMR ou
ou d'ordre de gabarit ou de je ne sais quoi. C'est vraiment s'attaquer à un squelette existant et venir mettre des logements dedans qui vont être un peu différents de ce qu'on pourrait faire dans du neuf. Donc c'est pour ça que c'est un thème très, très stimulant, la transformation de bureaux en logement. Voilà. Mais j'arrête un petit peu. Non, on va revenir parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui est d'actualité pour nous à Val-de-Fontenay, mais plus largement au-delà de Val-de-Fontenay, dans toute l'Île-de-France, peut-être même dans toute la France. Et puis, ce que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant dans toute l'Europe. Peut-être Marion, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qu'a été et pourquoi cette démarche, cette campagne House Europe? Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'interroger de cette manière-là sur ces bâtiments à transformer dans le contexte francilien, mais plus largement? Je pense que c'est vraiment une question majeure pour l'architecture, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, en fait, quand on avait un besoin de créer un usage, on se disait il faut créer des nouveaux mètres carrés. Et pour créer ces nouveaux mètres carrés, quand il fallait détruire un bâtiment, on se posait pas trop la question, on démolissait. Et actuellement, il y a un mouvement assez fort qui est porté à la fois par des architectes, des maîtrises d'ouvrage publics, des élus, pour dire attention, et des activistes bien sûr, attention, la démolition, ça a un coût environnemental, ça a un coût social, et il faut favoriser la rénovation des bâtiments plutôt que la démolition. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on discute en France depuis quelque temps. Et en fait, il y a une initiative européenne, tu l'as dit, qui s'est formée, qui s'appelle House Europe, et qui en fait est une initiative citoyenne pour porter une proposition de loi à l'échelle européenne. Parce que maintenant, comme vous l'avez peut-être vu sur d'autres sujets, en fait, Il y a eu un vote hier, je crois, d'ailleurs. voilà, il y a eu une initiative sur le droit à l'avortement, et en fait, les citoyens peuvent recueillir des signatures et ensuite proposer une loi à l'échelle européenne. Et donc, pour la première fois, une alliance d'architectes, d'urbanistes, de centres d'architecture, comme nous, Pavillon de l'Arsenal, a décidé de porter une proposition de loi sur ce sujet, en disant l'architecture est un sujet politique, et en fait, on a besoin de faire bouger la loi, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent moins cher de démolir plutôt que de rénover. C'est plus facile pour certains. Et en fait, on veut faire changer la loi pour que, au contraire, il y ait des incitations à tout simplement à rénover plutôt que démolir. Des incitations économiques, des incitations légales. Et donc pour ça, en fait, le Pavillon de l'Arsenal est le relais français de cette initiative House Europe. On collecte des signatures dans toute la France et on a bon espoir de porter cette proposition de loi, et dans tous les cas, ça nous permet de parler de ce sujet et d'alerter aussi bien les architectes, les élus et le grand public autour de cette question qui est fondamentale. Quel est à peu près quel est aujourd'hui le retour que tu as sur cette initiative et puis plus largement sur cette thématique parce qu'on en parle beaucoup, on ne dit pas tous la même chose. Quel est, toi, le sentiment que tu as sur le niveau d'adhésion, à la fois peut-être des décideurs politico-économiques et puis du grand public sur cette thématique-là? Ce qu'on observe avec cette expérience, c'est à quel point on a beaucoup de travail en fait pour rendre les sujets urbains grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est souvent considéré comme des sujets d'experts, très techniques, et c'est très dur d'accrocher le grand public en fait autour de ces sujets et de leur dire ça vous concerne via votre expression, via vos votes, vous influencez aussi ça. On le voit, c'est plus difficile que sur d'autres sujets. Donc nous, c'est notre travail au quotidien en tant que centre d'architecture, mais en réalité, le travail à faire, il est encore immense pour que les citoyens comprennent que c'est un sujet qui concerne tout le monde, puisque c'est là où on habite. Donc vraiment, il y a encore beaucoup de travail, il y a des questions de vocabulaire, à nous tous, hein, dans nos métiers, de nous adresser au grand public et pas que à nous, entre professionnels. Ce qu'on est un peu en train de faire d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est normal. Question pour toi, Nicolas, quand tu dois appréhender une construction neuve et ou une transformation comme celle du Niemeyer, est-ce que c'est le même process de travail créatif ou de réflexion pour l'architecte? Très bonne question. Je pense que c'est assez différent, ouais. C'est-à-dire qu'on ne part pas comme je le disais un petit peu avant, on ne part pas des mêmes contraintes, quoi. Et c'est deux manières de faire travailler le cerveau complètement différentes. Mais l'une enrichit l'autre, donc c'est hyper bien.
Sur du neuf, on est tout le temps en train de se demander est-ce qu'il faut rajouter un étage, l'enlever, le reculer, parce que oui, mais 6 mois plus tard, on rajoute un étage. Et c'est sans fin en termes parce que le maître d'ouvrage, la ville, tout le monde donne son conseil. Quand on a un bâtiment qui est là, on ne se pose pas ces questions, quoi. L'enveloppe est là, tout le monde est habitué à ça depuis 20, 30, 50 ans. Il n'y a pas de raison de le remettre en question. Et on travaille depuis l'intérieur, on travaille des choses techniques, et il y a tout un panel de questions aussi esthétiques qui sont mis de côté, quoi. Enfin, on travaille avec ce qui est là. Donc ça, il y a des raccourcis dans le processus créatif que je trouve particulièrement intéressant. Et oui, pour compléter ce que tu disais, Marion, j'ai lu un article là. Du Point, ou je sais plus quoi, c'était 5 ou 6 millions, non 6 millions, il y a un nouveau record, 6 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Ile-de-France. Et on devrait atteindre 10 millions, comme ça on sera sur un chiffre bien rond. Et donc, c'est incroyable. Et il y a encore des maires qui tremblent quand on transforme des bureaux en logements. Alors que, évidemment, ça va être des logements qui ne vont pas complètement ressembler à des logements. Ça ressemblera un peu à un truc hybride, mais beaucoup d'élus sont encore frileux sur cette question-là, alors que c'est un constat, c'est un état de fait, quoi. Les gens, ils travaillent à la maison maintenant, et il faut faire quelque chose avec. Et du logement, on en a tout le temps besoin, enfin, c'est la crise, quoi. Donc, voilà. Nous, on a plusieurs projets de transformation du logement, mais peut-être que j'en parlerai après. Non, avec plaisir. Mais après, il y a aussi cette équation qu'il faut résoudre pour certains maires. Certains peut-être n'en veulent pas parce qu'ils ont bien le droit. D'autres peut-être se posent la question aussi des équipements induits pour les logements qui ne sont pas les mêmes que pour les bureaux. Ont-ils les moyens de réaliser l'école en face, etc. Ce qui, en simplifiant un tout petit peu les données de l'équation, mais c'est pas si simple. Et puis après, il y a une vraie question, mais qui pose une autre partie des programmes en ville, c'est comment est-ce qu'on redonne des espaces de travail parfois non tertiaires, productifs, dans les villes également. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre projet, Nicolas, que je crois que tu as suivi, en tout cas que j'ai visité il n'y a pas très longtemps, qui est le village du réemploi à Montreuil. Oui, tout à fait. Et qui répond à une autre problématique que la transformation, là, qui est comment remettre aussi des espaces un peu hybridés, un peu différents, et de transfo. Et il y a aussi de la transformation dans ce projet. Alors, c'est un projet plus... différent, dans le sens où c'est de la résorption d'habitat insalubre. C'est vraiment, on est dans un îlot à Montreuil extrêmement éclectique, avec une impasse qui zigzague dans des anciens ateliers avec des marchands de sommeil, enfin un truc en train de s'écrouler. Il y avait des bâtiments qui tombaient les uns sur les autres. Et là, l'idée, c'est l'idée de la ZAC, l'idée de la mairie, de l'urbaniste, de l'aménageur, de faire une venelle traversante, de traverser l'îlot avec une nouvelle densité. Donc il y a 115 logements, je crois, et puis il y a surtout autour de cette venelle 8 ou 9 boutiques. Enfin, c'est autour de l'économie sociale et solidaire. C'est Emmaüs des filles rares, la recyclerie sportive, enfin plein de... une association comme ça de commerce, mais tous autour du réemploi d'électroménagers, de vélos, de upcycling, design, des artistes, des artisans. Ouais, c'est hyper, c'est très Montreuil compatible. Hein. Et donc autour de cette venelle, il y a des bâtiments qui ont été conservés, réhabilités pour accueillir ces activités. Donc on est dans un projet vertueux dans sa programmation, vertueux urbanement aussi, parce que d'un seul coup il y a une impasse qui devient une venelle traversante avec un jardin au milieu, et les gens font la fête tout le temps. Enfin, faut aller voir, c'est assez impressionnant. Et tout ça porté par un promote, quand même, Cogedim. Donc voilà, Cogedim, tout le monde sait, il y a une réputation quand même. Mais aussi étrange que ça puisse paraître, ça a marché, quoi. Je suis encore assez étonné. C'est pas quand on visite le lieu, on se dit c'est une volonté
public, avec un fort appui de la mairie, des bailleurs, etc. Non, en fait, il y a un promoteur quand même qui a investi, vendu des logements. Il y a 30% qu'il a vendu à un bailleur social. Mais voilà, c'est une manière de faire la ville sur la ville assez vertueuse, je trouve, avec un mélange d'activités liées au réemploi, des bâtiments qu'on a conservés, réhabilités, et puis des bâtiments neufs qui viennent s'imbriquer. Mais voilà, on n'est pas dans transformation d'une grande structure de bureaux en logement, on est plutôt dans de l'acupuncture urbaine. Et avec un nouvel espace public, donc c'est ouais, ça. Mais qui correspond à des problématiques effectivement qu'on rencontre au-delà des pôles tertiaires qui sont transformés de façon assez, là aussi, fréquente, en tout cas en Ile-de-France. Toi, Marion, depuis quelques mois maintenant, voire années, tu expérimentes le pavillon de l'Arsenal hors les murs, puisque je crois que le boulevard Morland est en travaux encore. Tout à fait. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Comment ça se passe déjà? Et puis qu'est-ce que tu tires de cette expérience avec le pavillon national qui se promène dans Paris, à Césure, à La Rochefoucauld en ce moment, etc. Mais aussi hors Paris, à Pantin, à Saint-Ouen, etc. Qu'est-ce que t'apporte cette expérience actuelle? Ça nous permet d'investir des lieux et justement d'apporter un autre usage dans certains lieux. Donc c'est vraiment aligné avec ce qu'on porte en tant qu'institution, puisqu'on va parfois dans des institutions culturelles, mais on va parfois dans d'anciens bureaux ou des locaux désaffectés ou des occupations temporaires. Et je crois que c'est vraiment notre rôle en tant que centre d'architecture de prouver qu'en fait, on peut s'installer dans un lieu qui jusque-là n'était pas un espace d'exposition et que pour quelque temps, on peut en faire un lieu d'exposition et puis aussi surtout faire découvrir à notre public des nouveaux lieux, puisque on est là pour parler de la ville, pour parler d'urbanisme. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de sortir du 4e arrondissement, où il y a notre lieu historique, parfois. Et donc on est très heureux, en fait, de faire bouger notre public à divers endroits du Grand Paris. Et on a un public qui est plutôt friand de ça. Donc je trouve ça assez beau, en fait, pour une institution de faire ce voyage. Et puis évidemment... à chaque fois qu'on investit un nouveau lieu, ça questionne nos manières de faire, donc c'est très enrichissant pour nous. Voilà, on s'adapte à chaque lieu, chaque projet s'adapte. Et vraiment, quand on est là pour faire passer au public des idées, des projets, c'est un questionnement permanent sur qu'est-ce qui va toucher les gens, comment justement on parle d'architecture au plus grand nombre. Et nous, c'est notre mission et ça nous passionne. Et aujourd'hui, tu sens qu'il y a une appétence. On parlait tout à l'heure de comment toucher un public plus large que les gens déjà avertis, qui connaissent le vocabulaire, qui travaillent dans la partie, etc. Est-ce que je ne sais pas, dans une expérience à Bondy ou à Pantin, tu arrives à sentir un attrait et une capacité à amener vers ces thématiques-là des publics qui en sont peut-être éloignés au départ? Oui, moi, mon parti pris, c'est que les sujets de la ville, ils peuvent intéresser tout le monde, a priori, puisqu'on est tous habitants, on est tous citoyens de quelque part. Donc, je suis convaincue que si on présente bien les choses, on peut intéresser tout le monde. Ça a été le rôle historique du pavillon et on voit selon les expos aussi comment on peut amener des nouveaux publics. Par exemple, quand on a fait l'exposition Paris Animal, on parlait de l'histoire animale de Paris, on a permis aussi au public de venir avec son animal de compagnie. Et donc, on a toute la communauté des personnes qui ont des chiens, qui du coup sont venus au pavillon de l'Arsenal alors qu'ils n'étaient parfois jamais venus, juste parce qu'ils ont entendu parler de l'expo comme ça. Et donc, c'est aussi, en fait, parfois par des modalités comme ça de visite, ou bien parce que ce sont des sujets qui sont universels. Par exemple, on a fait une exposition sur l'école qui s'appelait l'école idéale. Et ce sujet, il peut évidemment intéresser tout le monde. Et nous, on est là pour montrer comment l'architecture peut rendre la vie meilleure et comment, par exemple, elle peut rendre l'école, l'éducation meilleure, plus agréable. Et donc, c'est ça notre rôle, c'est de montrer à chaque fois comment l'architecture crée du vivre ensemble. Là, on a une exposition sur les parties communes des logements. Donc pareil, on parle du quotidien en fait des gens. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit bonjour ou pas? Qu'est-ce qui fait que on a envie de passer du temps dans des espaces communs, de se rendre quelques services? Et en fait, l'architecture, elle a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est ça qu'on raconte nous dans nos expositions. C'est à partir du comment vivre mieux ensemble et puis de cet usage commun. Est-ce que c'est très présent dans ton travail de concepteur? Par exemple,
un bâtiment de toi que je croise parfois sur ma route le matin, à Brunzeau. De mémoire, il y a les bâtiments de Paris Habitat et puis à côté l'école, ou en dessous. Comment est-ce qu'on pense les usages quand on vient concevoir là, une pièce urbaine, alors, pour le coup neuve, dans un quartier neuf, sur la dalle de l'avenue de France, etc. Mais comment est-ce qu'on pense à ces usages et à comment les rendre possibles ou les magnifier dans le projet? Bah, c'est un peu notre travail quotidien en vrai. Enfin, moi je me vois pas livrer un bâtiment sans avoir quelque chose à dire sur ces thèmes-là, quoi. Brunzeau, on n'a pas énorme, c'est une énorme densité sur une petite parcelle. Donc c'est un immeuble qui fait 50 mètres de haut, hein, c'est la quatrième famille. C'est pour ça que je le vois bien. Voilà. Il ne doit pas le Avec 100 logements. Donc c'est une machine, quoi. Une petite parcelle et un groupe scolaire imbriqué dessus, puis une station de métro à venir. Donc c'est vraiment un macrolo extrêmement complexe et dense. Ce projet, on l'a construit de l'intérieur avec, si tu regardes bien, des loggias vitrés en double hauteur. C'est-à-dire c'est que des appartements flats, mais il y avait une telle hauteur, un site tellement majestueux quelque part, avec des grandes vues lointaines, qu'on s'imaginait pas cadrer les balcons avec le balcon du voisin. Il fallait qu'il y ait un rapport avec le ciel extrêmement généreux. Donc on a fait des doubles hauteurs pour chaque logement, avec un jeu astucieux d'imbrication des loggias. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faudrait des documents. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment travaillé cette tour comme une machine à se projeter vers le paysage, vers le ciel, etc., avec cette idée de la double hauteur. Et en plus, ça permet, depuis la rue, de voir des grandes loges urbaines à de grande échelle qui permettent d'adoucir la densité perçue de ces 100 logements d'une seule traite. Mais sur le vivre ensemble, dont parlait Marion, c'est aussi un thème qu'on travaille dans d'autres projets, pas forcément celui-là, mais je sais pas, par exemple, le premier projet qu'on a gagné pour la RIVP, c'était une résidence étudiante qui est secteur Paul Meurice, donc c'est Port des Lilas. Et 120 logements étudiants et de 18 mètres carrés, hein, c'est des petites pièces avec la salle de bain dedans, etc. Donc c'est plein d'unités de logements, mais sur lesquelles on ne peut pas trop innover parce que c'est extrêmement réglementé, 18 mètres carrés. Voilà. Et donc on a fait tout un travail sur les espaces communs dans cette résidence, qui était notre premier projet, où il n'y a pas un couloir qui débouche sur une impasse, et on est tout le temps avec une fenêtre, un salon d'étage, des petits salons devant l'ascenseur, etc., qui font qu'à la fin, on a pu mettre un baby-foot au 5e étage, un hamac au 4e, des grands bancs, des tables de ping-pong, enfin dans tout le bâtiment, quoi. Donc l'idée, c'est, même quand on ne nous l'a pas demandé, parce qu'on nous demande d'aligner des cellules de 18 mètres carrés, l'intérêt, je trouve, de notre plus-value en tant qu'architecte, c'est d'amener quelque chose en plus. Donc un petit jardin sur le toit, le ping-pong, le baby-foot, etc. Des petits lieux d'échange, un banc en béton, devant une fenêtre, en bout de circulation. Et à la fin, on l'a livré juste la veille du Covid, et du coup, moi j'étais en confinement et je me disais, je suis content pour les étudiants qui sont confinés dans ce truc-là. Finalement, ils ont plein d'espace. Alors, il va y avoir des masques et tout quand même, mais où ils peuvent potentiellement avoir quelque chose en plus que leurs 18 mètres carrés. Donc, non, c'est fondamental, quoi. Le vivre ensemble et rendre la densité acceptable, permettre à beaucoup de monde d'habiter dans des grandes villes proches des lieux de travail, proches des transports, mais faire en sorte que cet amas de familles et de gens puissent vivre sereinement, c'est l'ADN de ce qui nous fait nous lever le matin. C'est sûr que c'est pour ça que j'adore le logement. Voilà. Un équipement, un musée, ça concerne un peu moins les gens, ça concerne ceux qui ont envie d'aller au musée, mais le logement, ça concerne tout le monde. Sauf le pavillon de Marseille. Peut-être deux questions, alors plus sur vos parcours à l'un comme à l'autre. Marion, quand j'ai découvert ton travail il y a quelques années, ça remonte un petit peu maintenant, mais c'est quand tu avais écrit sur
deux mots que je trouvais assez marrants, antinomiques et presque une oxymore, les artefacts naturels. Et tu venais essayer, tu faisais une démonstration de comment réintroduire le vivant, le réhabiliter et ne plus le sanctuariser dans la ville, justement pour permettre un espace urbain qui fonctionnait mieux. Je l'ai lu il y a longtemps, donc peut-être que Moi mon aussi. résumé est pas bon. Mais non, ma question est double, c'est comment qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce rapport au naturel et au vivant dans la ville actuelle? Et puis deux, justement dans ton parcours à toi, comment tu es venu à t'intéresser à ce point-là aux questions de la ville et à travers la nature, mais pas que, puisque après tu vas parler de plein d'autres choses. Voilà, comment tu en es venu à te passionner pour la ville? Effectivement, moi, ça s'est fait en parallèle, c'est-à-dire que j'ai eu envie de faire des affaires urbaines, comme on dit. Moi, c'était à Sciences Po à l'époque et j'ai eu des cours sur les villes. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai vécu à Manille, aux Philippines. Donc, j'ai vu aussi ce que c'est les très grandes villes asiatiques. Et donc, j'ai décidé d'étudier, en fait, dans une formation qui s'appelait Governing the Large Metropolis, donc sur les très grandes villes du monde, et de se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut gouverner ces villes qui ont l'air ingouvernables. Donc ça m'a passionnée assez tôt. Et en parallèle, j'ai fait de la philosophie de l'environnement. Et donc justement, je menais les deux. Et en fait, ce qui m'a frappée en lisant beaucoup de choses, c'était qu'on avait toujours cette séparation assez nette entre ce qu'on appelle la nature et le reste. Alors qu'en fait, quand on se plonge dans différents projets, que ce soit des projets dans la nature, donc par exemple, moi j'ai étudié la restauration écologique, donc les forêts qu'on réhabilite après un incendie, ou un lac qu'on va refaire vivre, qui a été asséché, etc. En fait, on voit à quel point l'influence de l'être humain est très importante. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut encore appeler ça la nature quand l'être humain intervient beaucoup? Et donc c'est pour ça que j'en suis arrivée à ce terme d'artefact naturel, pour dire en fait, l'hybridité, elle est là partout autour de nous. Et donc la question centrale, c'est pas est-ce que c'est naturel ou pas naturel, c'est comment on en prend soin, quelle éthique on met en place pour l'intervention de l'être humain dans ces écosystèmes. Et en fait, ça s'applique très bien à la ville aussi, puisque on a vu apparaître après tout ce qu'on a appelé la nature en ville, les toits végétalisés, les terrasses, etc. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans cette hybridité. On sait qu'on n'a pas trop le choix, parce que de toute façon, le réchauffement climatique a un impact sur tous les espaces naturels. Et donc la question, c'est vraiment un peu quel nouveau système éthique, politique on met en place pour que tous ces écosystèmes soient respectés, qu'ils soient très sauvages ou très humains, en fait. Voilà. Non, mais comme quoi tu t'en souviens très très bien, même si c'était il y a quelques années. Toi, Nicolas, moi, non, j'avais lu quelque part que tu aimais beaucoup dessiner, que tu avais de fait une pratique du dessin, et c'est ça qui m'a intéressé, de la pratique du dessin dans ton activité d'archi, mais au point même d'avoir voulu, enfant, devenir dessinateur de BD. Oui, c'est vrai. Ouais, je ne sais pas à qui j'ai pu dire ça, mais si je l'ai lu quelque part, c'est que ça a été retranscrit par... Ouais, c'est vrai que initialement, je voulais être dessinateur de BD, ouais. Et donc la pratique du dessin à la main continue dans ta pratique Ah ouais, je dessine tout le temps. Et en fait, je fais même en sorte de gérer mon agence d'une certaine manière pour que je puisse continuer à dessiner. C'est-à-dire, enfin, je dessine que professionnellement, hein. Je ne dessine pas pour le loisir, mais la plupart des archis qui commencé à avoir une boîte, etc., arrêtent de dessiner parce qu'en fait, tu gères des gens qui dessinent pour toi. Mais moi, j'aime beaucoup dessiner les plans et j'aime aussi beaucoup dessiner des perspectives à la main, enfin, me projeter dans le réel au travers de la feuille de papier et du stylo. C'est vraiment... Enfin, moi, je le vois comme ça. Des fois, je me dis c'est peut-être un défaut parce qu'en fait, les bons architectes, ils développent des concepts, des stratégies. Moi, je suis un peu artisan manuel... mais j'aime bien ça, je sais pas, c'est ma manière de... Je dessine tout le temps. Je vois pas, mais bon, il y en a plein. Je vois Quinton, par exemple, ou Raphaël Gabrion. Enfin, c'est des architectes qui passent leur temps à dessiner, qui ont un truc en tête et qui le mettent en perspective, parce que c'est très très rapide. C'est plus rapide que l'intelligence artificielle, moi, je pense. Avec 5 traits...
c'est direct du plan de la tête à la représentation 3D, quoi. Alors avant qu'une intelligence artificielle soit vraiment fidèle à ce que tu veux, je sais pas. Bon, c'est un autre sujet, mais en tout cas, le dessin, non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça reste dans ta pratique quotidienne. Oui, complètement. Bon, Marion, je ne sais pas si tu dessines. Non. Voilà, mais Pas du tout. peut-être, mais en tout cas, je n'en sais rien. Je n'ai que l'écriture. Mais voilà, par contre, j'allais en revenir à ça. Par contre, tu as l'écriture peut-être quotidienne également, en tout cas très présente dans ton activité. Tu auras donc un rapport à l'écrit permanent, professionnellement et pas que. C'est le moment où ça s'arrête là. Je sais pas. Quelle est ta question? Qu'est-ce que tu penses du rapport à l'écriture? Parce que le rapport au dessin. Est-ce que tu fais de la poésie? Non, alors pas du tout de la poésie. Mais c'est vrai que du coup, moi, je travaille beaucoup avec des architectes et je me rends compte effectivement, et c'est très enrichissant. Moi, je ne sais pas passer par le dessin. Et donc, dans le dialogue avec les architectes, souvent, moi, ça va être plus des concepts que j'ai envie d'écrire, de détailler. Et les architectes, beaucoup par le dessin. Et je trouve que c'est assez beau. C'est aussi justement à ça que sert le pavillon, de mêler les deux, en fait, pour raconter des histoires. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de passer par la conceptualisation. Donc, c'est ma formation de philosophe. Pour le coup, j'aime me raccrocher à des concepts. Ça me permet je vois le monde comme ça, hein, d'ailleurs, dans beaucoup d'aspects de ma vie quotidienne aussi. Et j'aime toujours découvrir des nouveaux concepts et moi-même en développer des nouveaux en écrivant. Donc, c'est aussi une autre sphère, comme toi, tu dis, pour le dessin, c'est dans nos vies professionnelles qui sont bien remplies, de garder un peu en fait nos univers où il y a plus de place pour l'imagination évidemment que la vie professionnelle quotidienne. Et quand on aime ça, je trouve que c'est hyper important de garder cet espace, même si c'est pas simple. Mais en tout cas, je pense que ça nous fait du bien quand on aime cela. Et moi, c'est mon cas. Donc j'essaie toujours de garder cet espace pour la lecture et l'écriture. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi. Merci François. Merci beaucoup.